Venu pour ces nouveaux mardis de l'insoumission. Avant d'en venir directement au thème qui nous rassemble ce soir, on m'a demandé de vous signaler à l'entrée, il y a une pétition, il y a plein de choses à l'entrée, il y a des livres, il y a une caisse si vous avez envie d'aider un peu à l'organisation de la soirée. Il y a aussi une pétition pour soutenir nos amis de l'AGK qui nous accueillent ce soir et qui sont menacés de fermeture du fait de l'augmentation du loyer ici, et ça serait vraiment dommage qu'ils soient contraints de fermer parce que c'est un lieu d'échange et de débat absolument essentiel, y compris pour nous. Donc n'hésitez pas à signer la pétition qui doit être quelque part par là à l'entrée. Ce soir, nous allons parler genre et lutte autour d'une rencontre et d'un débat intitulé Lutte a-t-elle un sexe. Alors c'est pas un hasard si on a choisi ce thème et d'en parler aujourd'hui, le 6 mars, puisqu'on n'est pas très loin du 8. 8 qui est une journée parfois un peu tarte à la crème, mais dont je pense qu'il est toujours utile de rappeler l'importance en termes de lutte et d'origine historique. Le chercheur spécialiste d'histoire soviétique que je suis ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui. Vous savez que le 8 mars a une histoire comment dire, existe avant la Russie, mais qui se fonde dans les événements révolutionnaires de février 1917, puisque c'est quelque part une commémoration des grandes manifestations de femmes le 23 février 1917 à Petrograd, des grèves de femmes le 23 février 1917 à Petrograd, qui, en calendrier grégorien, le nôtre, correspond au 8 mars. Et c'est cette date-là que le mouvement ouvrier va choisir de commémorer. Donc le 8 mars est aussi et surtout une journée de lutte, et pas seulement un objet gnangnan comme souvent les médias n'hésitent pas à faire. Alors pour parler de ça, on a la chance de recevoir 3 personnes. La troisième ne saurait tarder d'arriver. On va donc avoir Fabrice Virgili. Fabrice Virgili, que vous connaissez probablement, est directeur de recherche au CNRS. Il est chercheur dans l'équipe CIRIS au CNRS et l'auteur de plein de livres. Alors, je ne peux pas tous les citer, vous en avez un certain nombre qui sont là-bas aussi à l'entrée, si vous voulez consulter tout à l'heure en partant. Je retiendrai peut-être le plus connu, qui est La France virile, qui est un des premiers que tu as dû écrire sur l'histoire des femmes tondues à la Libération. Il a écrit aussi La garçonne et l'assassin, qui a eu pas mal de succès parce qu'il a été adapté à la fois sous forme de bande dessinée et sous forme d'un film d'André Téchiné, que vous avez peut-être vu. Et il vient d'écrire avec François Rouquet, ça va être publié dans les jours qui viennent, aux éditions Gallimard, en folio histoire, un livre qui s'appelle Les Françaises, les Français et l'épuration, qui traite donc, comme vous le comprenez, de ces questions qui sera la somme incontournable sur l'épuration en France. Pardon ? Au moins, bah oui, forcément. Nous avons également Delphine Beauvoir. Merci donc d'être là aussi, qui est la coordinatrice de ce petit livret, petit mais grand par l'importance, sur l'égalité des droits et l'égalité femmes-hommes, qui a été le livret de la campagne de la France insoumise. Et donc vous n'y trouverez pas de recettes pour faire rôtir les petits-enfants, comme on a tendance à vous l'expliquer souvent, mais plein de choses passionnantes. Vous le trouverez également à l'entrée, contre la modique somme d'1 €, et je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, de le faire. Et enfin, la troisième personne du débat sera Danielle Obono, la députée de Paris et France Insoumise, qui est toujours à l'Assemblée, enfin qui normalement est en chemin entre l'Assemblée nationale et ici. Donc l'idée, comme à chaque fois, est de commencer par une série d'exposés assez courts, entre 20 et 30 minutes, et puis d'enchaîner sur un débat avec vous, un débat que j'espère, au vu des expériences, et surtout celle de la dernière fois, respectueux et passionné,
à l'écoute les uns des autres. Voilà. Fabrice, je vais te laisser la parole et tu dois avoir un micro là, tout jaune. Voilà, oui. Merci François-Xavier pour cette présentation. Sur les ouvrages, j'ajouterai juste un mot. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller voir en ligne et en libre accès 2 articles qui sont plus directement liés au thème de ce soir sur les violences sexuelles. Vous allez sur HAL, H-A-L, et vous tapez mon nom. Et il y a un article qui est une histoire du viol pour un dictionnaire de la violence, et un autre sur virilité violente, virilité inquiète, sur les violences conjugales et les violences au sein des couples. Donc voilà, ça c'est en accès libre, donc tout le monde peut y avoir accès. Je voulais le rajouter. Quand on a fait ce programme au début de l'automne, je crois me souvenir, mais ma mémoire d'historien me joue parfois des tours, que le hashtag Balance ton porc n'était pas encore sorti. On n'en parlait pas encore, non seulement on n'en parlait pas, mais je crois qu'il n'avait pas encore été, je ne sais pas comment on dit, pour un tweet, édité, mis en ligne, bref. Et pourtant, bon, il nous apparaissait indispensable d'aborder cette question. C'est vrai que ce qui s'est passé à l'automne, cette immense prise de parole autour des 2 hashtags Balance ton porc et puis MeToo, je crois est un événement essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un silence qui a été brisé, il y a une prise de parole qui n'est pas la première, mais qui, dans cette proportion et dans son côté international, est d'une certaine manière inédite, sur lequel il est important de réfléchir, mais même avant d'y réfléchir, de noter ça comme un événement majeur. Pourquoi ? Parce que pour avoir travaillé beaucoup sur cette question des violences sexuelles, et je pense que même sans y avoir travaillé pour vous comme pour moi, on sait qu'autour de la violence sexuelle, qu'il s'agisse du viol, qu'il s'agisse d'agression sexuelle, qu'il s'agisse de ce harcèlement sexuel dont on reparlera aussi, le silence est un poids gigantesque. Ce silence est généré par plusieurs choses, à la fois le fait, et ce que je vais dire concerne aussi bien le temps de paix que le temps de la guerre. J'ai beaucoup travaillé sur la guerre, un peu sur le temps de la paix, mais ce qui est frappant, c'est qu'on retrouve parfois des ressorts identiques. Ce silence est provoqué par, eh bien, finalement, la honte et la culpabilité de la victime. Ça paraît incroyable. Théoriquement, les victimes n'ont pas à se sentir honteuses ou coupables. Mais quand il s'agit de sexualité, parce que ça touche l'intime, ce sentiment-là est très présent. Honte, culpabilité et peur du rejet. C'est la victime qui porte ça en elle, une sorte de double peine en plus de la violence physique ou psychique qu'elle supporte, et donc qui va générer très souvent ce silence, qui va faire que, face à un viol, la plainte est rare, voire très rare, que le chercheur que je suis, mais d'autres aussi, ont toujours du mal à dénombrer la réalité de ce phénomène. Et on peut le voir à travers les discussions aujourd'hui, comment compter quelque chose dont on sait très bien que la plupart des femmes qui en sont victimes, déjà, ne vont pas le dire. Ou si elles le disent, ou si elles l'ont dit, on va leur dire « bon, ben, vous reviendrez une autre fois ». Heureusement, c'est en train de changer. Mais longtemps, ça a été ça. Oh, finalement, ce n'est peut-être pas si grave. Puis vous l'avez peut-être cherché. Ce genre de réflexions ont été fortement répondues, données aux femmes qui, de temps en temps, arrivaient à avoir le courage et à porter plainte. Donc on a déjà là un problème majeur qui est de dénombrer un phénomène, mais aussi qui montre l'importance de ce qui s'est passé cet automne. Et c'est pour ça que je voudrais, là en tant qu'historien, je n'ai pas travaillé sur ce qui s'est passé cet automne, je l'ai, comme vous, et peut-être, je dirais même moins que vous, juste entendu. Je me suis aussi posé la question, mais ça on pourra en revenir à la discussion, c'est que faire, que dire comme homme, là, parce que c'est vrai que c'est, je pense, une question qu'un certain nombre d'entre nous avons pu avoir, et en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante, donc ça fait aussi partie peut-être de la discussion qu'on pourrait avoir. Mais là, je voudrais revenir en tant qu'historien, parce que cette question du harcèlement sexuel n'est pas nouvelle. Elle est posée, je vais prendre 2 exemples assez rapidement, en tout cas au début du XXe siècle, très clairement dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier. Et pourtant, la question de la sexualité a toujours eu une place compliquée dans l'histoire du mouvement social, du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. C'est un hashtag qui a provoqué cette prise de parole.
Ce n'est pas une grande campagne syndicale, ce n'est pas une grande campagne politique. Il faut le reconnaître. Il y a là une évidence qui nous interpelle, à laquelle nous avons à réfléchir. Et donc c'est autour de finalement, je ne sais pas si c'est ce regret, mais ce constat en tout cas, que je voudrais apporter quelques exemples, éclairages. Pourquoi finalement, c'est un peu les questions que je posais dans l'argumentaire, l'émancipation ouvrière, l'émancipation populaire n'a été que trop rarement l'émancipation des ouvrières, car ce combat n'a pas été si évident. Pourquoi le féminisme ne va-t-il pas de soi dans le mouvement social? Alors, il y a bien sûr, heureusement, des exceptions, mais néanmoins, ce problème est quand même régulièrement posé. Et finalement, est-ce que la lutte contre la violence sexuelle, et ça revient un peu à ce que je disais sur finalement mon malaise ou l'insatisfaction de ne pas avoir trouvé les bonnes réponses, ne serait qu'une affaire de femmes? Donc 2 exemples tout d'abord. 1905, Limoges. Il y a à Limoges une lutte des ouvrières peintres sur porcelaine dans une société qui s'appelle Aviland en 1905. Ce n'est pas la seule cause de cette lutte. Il y a une sorte de commune de Limoges en 1905, de nombreuses grèves parmi ces ouvriers et ouvrières de la porcelaine. Mais chez Aviland, elle prend une particularité, c'est qu'elle va non pas se cristalliser, mais une des questions essentielles va être l'attitude d'un contremaître, le contremaître Penaud. Ce nom nous est connu parce que, comme souvent dans les luttes ouvrières, on crée des chansons, et il y a une chanson créée comme ça, sur le temps, en 1905, la chanson à l'éminent Penaud. Je ne vais pas vous la chanter, d'abord parce que je chante mal, mais de manière, je ne connais pas l'air, donc l'affaire est réglée. Mais quand même, vous la lire. Le père Penaud, le mistonneur, passe son temps à faire le charmeur. Tous les jours, nous le voyons, avec la femme de poil à marron. Voilà pourquoi nous disons « Abat Penaud, abat Penaud ». Quand une fille vient demander du travail pour turbiner, avant de demander son nom, il lui touche les nichons. Et si cela lui plaît, vite, elle est embauchée. Finalement, la chanson s'arrête. Finalement, le conflit est dur, 1 mois de lutte, l'armée intervient, des barricades, il y a vraiment une commune de Limoges, pourrait-on dire. Mais après ce mois de lutte, les négociations s'engagent, la grève cesse, le travail reprend le 26 avril 1905, sans Penaud. Penaud a été écarté par la direction de l'entreprise. Donc voilà un exemple. On n'en a pas comme ça des dizaines sur l'histoire du XXe siècle. Mais il montre qu'en 1905, une lutte peut s'organiser en commun, ouvrière, sur cette question. L'autre exemple nous vient d'Autriche. Adélaïde Popp, militante social-démocrate, qui, dans un ouvrage autobiographique, raconte en 1909, on est vraiment au tout début du XXe siècle, sa jeunesse d'ouvrière. Et là, je voudrais aussi vous lire un petit extrait. « Toutes se laissent humilier et accepter de subir les pires injustices de la part des chefs pour ne pas perdre ce bon poste, pour ne pas perdre leur gagne-pain. Plus d'une ouvrière a connu quelqu'un de ses supérieurs, plus d'une ouvrière a connu le malheur qu'un de ses supérieurs jette son dévolu sur elle, si elle ne répondait pas à ses avances. Il changeait brusquement de comportement. Elle ne faisait plus rien de bien, n'avait pas d'avancement, ni d'augmentation de salaire. En échange, elle ne rencontrait que des remontrances. On l'a menacée de licenciement. Et ainsi, la pauvre fille, qui se sentait traquée, n'en pouvait plus, finissait par s'en aller d'elle-même. Il y avait des rumeurs qui couraient à propos de celle à qui c'était arrivé. De l'une à l'autre, on chuchotait qu'on l'avait vue dans certaines rues avec des habits trop voyants, ou bien se pencher à sa fenêtre pour aguicher les hommes. C'était toujours à la fille qu'on préférait jeter la pierre. Cela m'indignait. Pas une seule ne se demandait ce qui serait arrivé si, dès le début, la jeune fille avait renoncé à résister et si elle avait cédé aux faveurs du chef. On est là en 1909, on le voit très clairement dans ce récit de cette militante social-démocrate, cette pratique du harcèlement comme pratiquement un fonctionnement normal de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Donc on voit bien que cette violence sexuelle masculine, finalement, dans le cadre du travail, est très précocement abordée dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement socialiste ou dans le mouvement syndical. Il y a donc une conscience que l'expérience du travail, que la présence dans l'usine est un lieu de danger, de harcèlement sexuel. On ne disait pas, l'expression n'était pas celle-là, mais en tout cas,
pouvez utiliser parfois le mot de droit cuissage ou simplement d'agression envers les ouvrières. Donc il y a une conscience à travers l'expérience, mais on assiste aussi à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, à tout un combat, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces deux exemples à ce moment-là, simplement pour la dignité du travailleur. Il y a une vague de lutte, de grève pour la dignité du travailleur, c'est-à-dire finalement que l'intimité du travailleur ne concerne plus son contremaître ou son patron. Ça prend différents aspects, c'est la lutte contre le tutoiement. Eh bien non, il n'y a pas de raison que votre chef vous tutoie. Ça va dans une lutte pour pouvoir mettre des armoires qui ferment à clé dans les usines pour qu'on puisse mettre ses propres affaires. Ça va aussi contre les insultes qui peuvent être prononcées, et là, des insultes qui peuvent être prononcées aussi bien envers les travailleurs hommes que femmes. Et donc, ce mouvement, finalement, on pourrait presque dire, même s'il n'est pas organisé forcément tel quel, ce mouvement pour la dignité du travailleur, c'est aussi un mouvement pour la dignité du corps du travailleur, pour le respect de son intimité. Et donc, on pourrait penser qu'à ce moment-là, le corps de la femme travailleuse et de l'homme travailleur puisse être l'objet d'une lutte commune pour le respect égal des hommes comme des femmes au sein du monde du travail. Par ailleurs, là on a l'expérience, mais du côté de la théorie, on a aussi tout ce qu'il faut. Auguste Bebel, qui est le fondateur du Parti social-démocrate allemand, écrit un ouvrage qui est un véritable best-seller en 1879, 200 000 exemplaires vendus, des traductions dans toutes les langues. Et il décrit clairement ce que c'est que la condition des femmes dans la société capitaliste. Il reprend et il développe une idée déjà annoncée par Engels, qui dit que la femme est le prolétaire de l'homme. C'est-à-dire que les femmes subissent une double exploitation, celle évidemment du capitalisme, mais celle aussi du patriarcat. Et ça, il le développe et c'est tout à fait reconnu, lu et popularisé au sein du mouvement social. Donc on a ici une conscience de la domination sexuelle masculine, une théorisation de cette domination sexuelle masculine. Et je cite Bebel, mais je pourrais évidemment, et je devrais citer également Clara Zetkin, Emma Goldman du côté des anarchistes, ou Alexandra Kollontai également, beaucoup d'autres qui ont écrit ça. Donc on a tout ce qu'il faut, ou presque, du côté théorique, tout ce qu'il faut, ou presque, du côté de l'expérience, de la réalité des luttes, et pourtant, si on étudie l'ensemble du XXe siècle, on ne peut pas dire que le chemin pour l'émancipation du peuple, des travailleurs, intègre le fait que la moitié du peuple, ce sont des femmes, et que la moitié des travailleurs, peut-être un peu moins, puisqu'il y a une proportion plus importante des hommes que des femmes, mais néanmoins que de nombreuses travailleurs sont des travailleuses. Et c'est un peu ce chemin-là que je vais essayer d'examiner à travers plusieurs questions. Mais chaque fois en abordant plus la question du corps, de la sexualité, que d'autres aspects, on pourrait y revenir si vous voulez dans la discussion, mais qui m'intéressaient moins aujourd'hui, qui sont la question de l'égalité salariale ou des conditions de travail. C'est vraiment autour de cette question du corps du travailleur et de la travailleuse et de la sexualité que je voudrais insister aujourd'hui, puisque c'est cette question qui est directement abordée par les deux hashtags MeToo et Balance ton port de l'automne. Tout d'abord, la question de la prostitution. Parce qu'elle est un bon moyen au XIXe siècle de voir comment la prostitution va être à la fois un sujet dont va s'emparer le mouvement féministe naissant et qu'il va même se construire au niveau international sur la volonté de l'abolition de la prostitution, mais qui va être aussi un sujet de la critique socialiste, marxiste du capitalisme. Et pourtant, le fait que le même sujet soit abordé de ces deux côtés ne va pas le transformer en une lutte commune. Pourquoi ? Parce que du côté du marxisme et du mouvement ouvrier à ce moment-là, finalement, l'idée, c'est que le capitalisme conduit à la prostitution, parce qu'il conduit à la misère, et donc va conduire les femmes pour échapper, quand elles le peuvent, à la misère, parce qu'elles sont moins payées, parce qu'elles sont encore plus exploitées que les hommes, à la prostitution. C'est une première analyse de ce qu'est le phénomène prostitutionnel. Mais il y en a une deuxième encore plus forte et radicale d'un certain point de vue, c'est que de toute manière, dans le système capitaliste et patriarcal, le mariage en lui-même est une prostitution. Et donc,
ce n'est seulement par le dépassement du système dans lequel on est et l'arrivée au socialisme que la réelle prostitution, toutes les formes de prostitution, hein, que ce soit finalement celles contrôlées par un macro ou par votre mari, seront abolies. Du point de vue du mouvement féministe, c'est une autre approche, plus morale, religieuse, puisque ce sont des femmes protestantes qui vont être un peu à l'origine en Angleterre et aux États-Unis de cette lutte abolitionniste, ou des francs-maçonnes, mais là on est plus sur vraiment une critique du système prostitutionnel réglementé, puisque au XIXe siècle, un certain nombre d'États, dont la France, mettent en place un système de réglementation de la prostitution, où il y a une égalité fondamentale, c'est que évidemment les prostituées sont toujours suspectes et coupables, et les clients toujours innocents et jamais inquiétés. Et donc c'est vraiment autour de l'idée de l'abolition de ce système étatique de réglementation de la prostitution que se fonde et que s'organise le mouvement féministe à l'échelle internationale au XIXe siècle. Donc on le voit, une lutte commune, hein, mais une analyse et des objectifs qui sont différents. Du point de vue justement alors, du mouvement ouvrier ou du mouvement socialiste, commence à apparaître une question qui ne va cesser de réapparaître tout au long du XXe siècle, tant en tout cas que le socialisme est envisagé comme un avenir plus ou moins proche selon les moments du siècle, hein, c'est est-ce que la libération des femmes peut se faire sans le socialisme? Ou est-ce que finalement c'est le socialisme qui permettra la libération des femmes comme la libération de tous les êtres humains? Et cette question du pas de socialisme sans libération des femmes va comme ça traverser tout le siècle, avec parfois des conséquences très inégalitaires du point de vue des luttes. C'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, on va demander, et en Italie aussi de mémoire, alors que les féministes socialistes ouvrières revendiquent évidemment le droit de vote, on va leur demander de mettre de côté cette revendication pour les femmes parce qu'elle pourrait retarder l'acquisition du droit de vote non censitaire, c'est-à-dire élargi au peuple tout entier, mais tout entier à moitié, puisqu'il ne s'agit évidemment que des hommes. Donc on le voit là dans le choix des mots d'ordre, hein, cette discussion va peser, on va leur dire, bon, oui, bien sûr, mais vous inquiétez pas, nous, une fois que nous serons élus, nous nous battrons pour que vous ayez, vous aussi, femmes camarades, des droits de ce point de vue-là. Autre chose, et alors c'est le moment où j'aborderai aussi la question des autres revendications, mais va venir se glisser tout ce débat sur la concurrence finalement au travail, du fait que les femmes, comme les enfants d'ailleurs, sont moins payées et donc finalement cassent un peu le marché du travail, hein, et donc l'ouvrier va parfois, masculin, hein, s'opposer au recrutement de femmes sous prétexte que ça lui ferait baisser son propre revenu. Et ce type de conflit au sein du mouvement social est réitéré à de nombreuses reprises. Un exemple, mais bon, qui est important parce que là il concerne directement le syndicalisme, ce qu'on a appelé l'affaire Couriot. C'est Michel Zancarini qui en parle entre autres dans cet ouvrage que je vous invite à lire, Des rêves et des luttes, qui se trouve à Lyon en 1913. Donc c'est l'épouse d'un typographe, un ouvrier typographe qui s'embauche à Lyon, mais la chambre syndicale refuse non seulement son adhésion, il fallait passer par la chambre syndicale pour obtenir cet emploi, mais en plus va exclure son mari qui a accepté qu'elle devienne ouvrière typographe. Donc là, c'est le syndicat, hein, qui va absolument s'opposer à ce qu'une femme puisse exercer le métier, risque de dévalorisation, et en plus exclure le mari en question. Donc ça devient pourquoi une affaire? Parce que ce sujet va faire débat. On est quelques années à peine la création de la CGT, hein, et de la charte d'Amiens. Cette affaire va faire débat parce que qui va soutenir Madame Couriot? Ce sont les organisations féministes et la presse syndicaliste révolutionnaire, contre finalement l'avis de la CGT. Et donc il y a un débat, mais vous voyez qu'il y a une nécessité finalement de sortir du mouvement syndical pour trouver les appuis nécessaires à ce que cette femme puisse être embauchée. Ce qui n'est pas sans poser problème au sein même de la CGT de l'époque, puisque je cite là une réflexion faite à l'époque, comment se fait-il que seuls les féministes aient pu prendre en main la cause des travailleuses? On est en 1913, hein, et on voit bien
le problème et la conscience du problème. Et c'est ça qui est le plus frappant finalement dans cette histoire, c'est que tout au long de ce siècle, il y a conscience du problème qui est posé, et pourtant la réponse n'y est pas apportée. Maintenant, comme ça, passé à une vingtaine d'années plus tard, une trentaine d'années, pardon, avec le Front populaire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on le sait, la pression nataliste va s'exprimer particulièrement fortement en France, dans d'autres pays, mais en France. À tel point que cette pression idéologique, politique, du natalisme va traverser la Seconde Guerre mondiale et va durer bien longtemps. Bon, elle va s'estomper un peu avec le baby-boom, mais finalement à peine. C'est-à-dire qu'on est encore dans un pays où il y a l'idée qu'il faut être nombreux, et qui dit nombreux dit qu'il faut que les femmes aient plus d'enfants qu'ailleurs. Et les politiques incitatives, on voit dans le cas par exemple de l'Italie ou d'Allemagne, où ces histoires d'allocation pour plus d'enfants ne sont pas envisageables dans ces pays-là en finalement écho du Troisième Reich ou du fascisme italien. En France, pas de problème, puisque que ce soit la Troisième République, Vichy, la Quatrième ou la Cinquième, on a des politiques incitatives pour que les femmes fassent le plus d'enfants. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, et c'est surtout vrai à partir du milieu des années 30, cette dimension nataliste va aussi s'étendre à la gauche française, y compris au Parti communiste, qui n'était pas sur cette position auparavant. Dans les années 20, 25, le Parti communiste naissant, enfin 20 non, mais 20, 21 et suivant, prend position contre les lois de 1920 et 1923. Juste un rappel, 1920, c'est la loi, et 1923, les lois qui vont, disons, pour dire vite, réprimer le plus efficacement l'avortement et la contraception. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez tout à l'heure. Mais on a là deux lois qui sont très importantes et qui vont durer jusqu'en 67